Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Public Sénat pour votre émission Le débat est à vous, votre émission 100% réseaux sociaux où on commente l'actualité de la semaine au Sénat. Et cette semaine, on va parler de la proposition de loi sécurité globale, une proposition de loi qui fait beaucoup de bruit depuis plusieurs mois avec des critiques, des polémiques et des manifestations chaque week-end contre cette loi sécurité globale et notamment contre son article 24 qui crée un délit de diffusion malveillante d'images des policiers et des gendarmes en intervention. Et on va suivre la conférence de presse qui s'est déroulée hier au Sénat, organisée par la commission des lois du Sénat, puisque ce texte est maintenant dans les mains des sénateurs et les sénateurs ont décidé de réécrire, de bien remanier cette proposition de loi sécurité globale et de réécrire totalement l'article 24 qui fait tant polémique. Les sénateurs ont créé un nouveau délit de provocation à l'identification malveillante des forces de l'ordre et de leurs familles. Et avec cette nouvelle rédaction de l'article 24, les sénateurs espèrent éteindre la polémique et les critiques, notamment de la part des journalistes qui estimaient qu'il y avait une atteinte à la liberté de la presse dans la version de l'article 24 qui vient de l'Assemblée nationale. Donc une conférence de presse très intéressante et puis un format interactif que vous connaissez. Tiens d'ailleurs, bonjour à Jocelyne qui est l'une de nos habituées sur la page Facebook de Public Sénat. Donc un format interactif où vous posez vos questions, vous faites vos commentaires sur ce qui se dit du côté du Sénat, et je suis là pour répondre à vos questions sur tous les détails un petit peu techniques de cette procédure parlementaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager ce live, ce commentaire en live de cette conférence de presse des sénateurs. Bon, on va commencer avec le président de la commission des lois du Sénat qui introduit cette conférence de presse, François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains du Rhône. Excuse pour les quelques minutes de retard. Nous tenions ce matin avec Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé à vous informer de nos délibérations d'hier en commission sur le texte sécurité globale. C'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre à la fin de l'année 2020, en particulier pour la rédaction de son article 24, mais qui néanmoins porte d'autres enjeux que les rapporteurs vous détailleront tout à l'heure et sur lesquels la Commission a souhaité apporter des modifications. Et bonjour à Michel qui nous rejoint sur le fil de commentaires. Rappeler que les conditions dans lesquelles ce texte est arrivé au Sénat à la fin du mois de novembre, il est d'origine parlementaire, à la suite de rapports établis par nos deux collègues de l'Assemblée nationale. Et par définition, il n'a pas fait l'objet ni d'études d'impact, ni d'avis du Conseil d'État. Et de surcroît, la Commission nationale informatique et liberté n'avait jamais été saisie. Je ne reviens pas sur la polémique, ou la discussion, plutôt que la polémique qui s'est ouverte sur la rédaction d'un des articles et de l'article 24 en particulier, mais ce texte au Sénat à partir de la fin du mois de novembre a été totalement, j'allais dire, repris dans son analyse par la Commission et singulièrement par ses rapporteurs. Ces 40 heures d'audition, ces 111 personnes de tous horizons qui ont été consultées, universitaires, professionnels de la sécurité, juristes évidemment, services de l'État, enfin toutes les personnes ou les structures susceptibles d'apporter leur contribution à une meilleure rédaction de ce texte ont été entendues par nos rapporteurs de la Commission. J'ai saisi d'ailleurs pour la première fois... On accueille Damien sur ce live et ce commentaire de la conférence de presse du Sénat. La Commission nationale informatique et liberté pour retenir son avis sur ce texte, puisqu'elle n'avait pas été saisie, ce qui nous a été évidemment extrêmement utile, notamment parce que la Commission a rendu un avis et que les rapporteurs en ont tenu compte dans ce texte, qui hier a fait l'objet d'une présentation autour des 4 grands thèmes, 3 ou 4 grands thèmes, que sont d'abord évidemment l'article 24, j'allais dire nouveau, puisque nous n'avons rien gardé de ce qu'il était pour le re-rédiger. Et ils ont tout supprimé,
sont partis d'une page blanche. On donnera la substance même, la réalité d'un cadre juridique pour les drones, suivi par Loïc Hervé. D'abord, donner une base légale sur l'existence même et leur usage et les conditions de l'usage. Des questionnements sur l'usage des images utilisées par la police ou susceptibles d'être utilisées par nos services de police. C'était l'article 21 sur lequel le Sénat a émis plus que des réserves, disons les choses telles qu'elles sont. Et enfin, la police municipale, cette expérimentation que nous souhaitons, en tous les cas que nous partageons dans le principe, mais aussi avec un certain nombre de cadres importants pour nous, notamment par rapport à l'autorité du maire sur ces policiers municipaux. Et oui, François-Noël Buffet qui évoque les policiers municipaux, puisque cette proposition de loi sécurité globale, elle expérimente l'extension des compétences des policiers municipaux qui, avec cette loi, pourront notamment constater certaines infractions comme la vente à la sauvette, la conduite sans permis, ou alors également la détention de drogue, et c'est sur ce point de la verbalisation de la consommation de stupéfiants que les sénateurs ne sont pas d'accord. Pendant que le président de la commission des lois introduit cette conférence de presse, je vais juste rappeler un peu le film de toute cette polémique autour de l'article 24 de la loi sécurité globale. Il avait déjà été voté en novembre dernier par l'Assemblée nationale, sous une forme qui a fait beaucoup de critiques, c'est-à-dire qu'il interdisait la diffusion malveillante d'images de policiers en cours d'intervention. Les journalistes estimaient que c'était une atteinte à la liberté de la presse. Et puis, une fois qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, bien, les députés de la République en marche ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient le réécrire. Jean Castex, le Premier ministre, a même annoncé une commission un peu parallèle pour réfléchir à une nouvelle rédaction, mais le fait est que ce texte est dans les mains du Sénat, et vous allez le voir, la commission des lois du Sénat a proposé une réécriture totalement différente de cet article 24. On écoute le rapporteur Marc-Philippe Daubresse. On va déjà parler des policiers municipaux. Très fragile juridiquement et aussi constitutionnellement. Je l'ai dit, l'article 24, de mon point de vue, n'est pas constitutionnel, et je ne suis pas le seul à penser ça. Et c'est une atteinte à la Convention des droits de l'homme. Et nous avons essayé de garantir les libertés tout en atteignant l'objectif que vous venez d'évoquer. Donc, je vais juste dire deux mots sur la question des polices municipales, qui est quand même une question qui mobilise beaucoup les sénateurs quand on regarde les amendements. Oui, on le rappelle, les sénateurs représentent les collectivités locales, le Sénat est la Chambre des territoires, donc les sénateurs sont forcément très attentifs à tout ce qui touche aux maires et là, en l'occurrence, aux polices municipales. Vous le savez, prévoit d'élargir à titre expérimental les prérogatives judiciaires des agents de police municipale en leur permettant de constater davantage d'infractions. Mais on voit bien que la difficulté, c'est qu'ils sont sous l'autorité hiérarchique du maire, mais dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'infractions qui relèvent de la police judiciaire, sous l'autorité fonctionnelle du procureur. Donc nous nous sommes attachés à assurer l'opérationnalité et la constitutionnalité du dispositif, puisque le Conseil constitutionnel a posé deux limites à l'extension des prérogatives des municipales en 2011. Il a indiqué que les prérogatives de police judiciaire devaient être exercées sous l'autorité du procureur et que les policiers municipaux ne pouvaient bénéficier de pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle. C'est donc la ligne rouge que nous nous sommes fixés. Et bonjour à Ève qui nous rejoint. Nous ne pouvons pas laisser les policiers municipaux avoir des pouvoirs d'enquête ou d'investigation. Donc dans le texte initial, le fait par exemple que l'on pouvait saisir des stupéfiants, sans d'ailleurs préciser de quelle manière on aurait stocké les saisies sous scellé, est une vraie difficulté. Nous avons enlevé une série de compétences qui, de notre point de vue, relèvent du pouvoir d'enquête et d'investigation. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut augmenter les compétences des policiers municipaux actuellement? Est-ce qu'un policier municipal doit, par exemple, pouvoir verbaliser la détention de stupéfiants? Qu'est-ce que vous en pensez? Certains amendements voulaient nous faire admettre que des villages avec 2 gardes champêtres, c'était suffisant pour expérimenter. D'autres voulaient carrément qu'on donne le titre d'officier de police judiciaire au chef de la police, au directeur de la police, voire à tous les policiers municipaux. Et donc nous sommes restés sur une rédaction équilibrée qui
correspond à ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel, et nous avons juste baissé le seuil à 15 au lieu de 20 pour qu'on puisse avoir des villes moyennes et pas seulement des villes grandes ou des agglomérations qui puissent répondre à l'expérimentation. Nous avons aussi... Donc ça veut dire que toutes les communes qui ont une brigade de policiers municipaux avec plus de 15 agents pourront participer à cette expérimentation pour augmenter les compétences de leurs policiers municipaux. Où ils sont sous l'autorité fonctionnelle du procureur, avec bien sûr des procédures, des procès-verbaux qui demandent de la rigueur et qui peuvent servir d'éléments dans des enquêtes. Donc, et Marie-Christine qui salue Marc-Philippe Daubresse, donc sénateur du Nord et rapporteur de cette proposition de loi sécurité globale. Une évaluation de l'expérimentation au bout de 9 mois et un rapport d'étape à mi-parcours pour que l'on puisse éviter, c'est notre souci, de généraliser cette expérimentation. Vous savez qu'il y a une loi 4D qui arrive bientôt au Parlement et que cette loi 4D, elle pose la question de la généralisation à tout le pays de certaines expérimentations. Donc la loi 4D, c'est la loi de décentralisation et de différenciation territoriale. Ça veut dire que cette loi va permettre à certains territoires de s'organiser un peu à la carte, un peu sur mesure, en s'échangeant notamment des compétences entre certaines collectivités, voilà, de personnaliser un peu leur organisation. Donc nous avons voulu rester sur cette ligne-là. Donc nous avons supprimé la possibilité pour les policiers municipaux de réaliser des saisies et de constater la consommation de stupéfiants. Nous avons insisté beaucoup sur la formation et nous avons introduit le fait qu'il devait y avoir systématiquement une convention de coordination pour fixer les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les nouvelles compétences respectives de police judiciaire attribuées soit à la police nationale, soit à la police municipale. Dans ces articles sur la police municipale, vous avez la création d'une police municipale à Paris qui, objectivement, parce qu'elle a été, je pense, bien préparée de part et d'autre, n'a pas posé de grosses difficultés. Et oui, il y aura une police municipale à Paris. Alors, Anne Hidalgo a souhaité que cette police municipale ne soit pas armée. C'est par délibération d'un conseil municipal qu'on crée une police municipale et qu'on décide ou pas de l'armer, et que ça doit rester comme ça, et que par contre, le statut particulier des policiers municipaux de Paris doit relever, pour des questions de cohérence nationale, d'un décret en Conseil d'État. Nous avons aussi permis d'aller plus loin sur la mutualisation. C'est une demande forte de beaucoup de maires dans le cadre d'intercommunalité de police municipale. Et je vois que le débat a déjà commencé sur l'article 24 sur le fil de commentaires avec, par exemple, Anne qui pose la question si les policiers ou les gendarmes abusent de leur mission, est-ce qu'on n'aura plus le droit de les filmer? Vous allez le voir, le rapporteur du projet de loi, Marc-Philippe Daubresse, va répondre à cette question en disant que sa nouvelle rédaction de l'article 24 justement protège la liberté de la presse et qu'on pourra toujours filmer et diffuser les images de policiers. Et d'ailleurs Magali a répondu à Anne en disant que on aura le droit de filmer mais on n'aura pas le droit d'ouvrir une page où on pourra venir par exemple chercher les adresses des gendarmes avec ce nouveau délit créé par les sénateurs de provocation à l'identification des policiers. On va en parler dans un instant avec Marc-Philippe Daubresse et Jocelyne Mathieu qui crie à l'État policier. 24, quoique je vais vous parler après de l'article 23, qui est aussi, à mon avis, un article qui pose des problèmes juridiques importants. Donc, sur l'article 24, je redis les choses. Nous avons dit depuis le départ que tel qu'il était écrit, il était inconstitutionnel, attentatoire aux droits de l'homme, et qu'il était une évidente restriction de la liberté de la presse, qui à juste titre s'en est ému, puisqu'il pouvait provoquer de l'autocensure, compte tenu de la manière dont il était rédigé. Donc, nous sommes partis d'une page blanche, comme vient de le dire le président Buffet. Nous avons complètement réécrit l'article et nous ne nous sommes pas appuyés sur l'article existant. Voilà, ça c'est clair. Je l'ai dit par le code pénal. Nous avons eu en plus l'autre difficulté, à cause du calendrier, mais aussi à cause des initiatives un peu confuses et désordonnées du gouvernement, d'avoir un article 18 de la loi sur la protection des valeurs de la République, déjà examiné à l'Assemblée, qui arrive au Sénat, et qui, lui, se propose de protéger tous les citoyens, avec un article dit Samuel Paty, pour éviter que l'on puisse identifier
tous les citoyens. Nous avons donc répondu... Oui, l'article 18 qui crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui par la publication de ces données personnelles, notamment sur Internet. Donc c'est effectivement un article dit Samuel Paty, et cet article il protège tous les citoyens, et il est un peu similaire finalement à l'article 24 qui lui protège spécifiquement les policiers sur les réseaux sociaux. Alors ceux qui veulent faire un peu d'exégèse juridique verront que la provocation, ça existe déjà sous d'autres chefs, mais pas sous celui-là. Par exemple, la provocation à commettre un crime ou un délit, la provocation à pousser des mineurs à consommer des stupéfiants, la provocation au suicide. Ce sont des choses qui sont déjà examinées dans le cadre du Code pénal et qui sont bien encadrées sur les conditions dans lesquelles on peut déterminer juridiquement qu'il y a eu cette provocation. De mon point de vue... l'article 24, tel que nous l'avons écrit, est juridiquement mieux écrit que l'article 18, tel qu'il vient d'être voté, qui pose un certain nombre de problèmes également. Mais en tout cas, l'article que nous avons fait, il est complémentaire et non concurrent de l'article 18, puisqu'il s'adresse spécifiquement aux policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux en opération, et qu'il crée ce nouveau délit qui ne fait pas donc d'atteinte sur la diffusion d'images, et nous avons sur cette question complètement supprimé la notion d'image pour nous référer à la protection des données personnelles des personnes qui seraient soumises à une provocation à l'identification, en nous référant à la législation de la CNIL, d'ailleurs en nous appuyant sur l'avis de la présidente de la CNIL qui nous a dit qu'il y avait un outil pour cela dans la loi informatique et liberté que nous avons utilisé. Donc cet article 24, nouvellement écrit et bien équilibré, l'incrimination se fait par la provocation à l'identification, il est ciblé sur les forces de l'ordre en opération, et la question de la diffusion des données ne se fait pas à travers les questions d'image, elle se fait, et Loïc Hervé vous expliquera quelle est notre position sur la diffusion des images, en particulier par la police nationale, nous y sommes opposés, mais il vous expliquera dans le détail. Et il se fait sur le fait que, comme tout citoyen, mais de manière renforcée, les forces de l'ordre ont droit à ce que l'on protège leurs données personnelles et celles de leur famille, en nous appuyant sur une loi qui fait consensus, qui s'appelle Informatique et Liberté. Oui, la nouveauté de l'article 24 rédigé par les sénateurs, c'est qu'ils interdisent la constitution d'un fichier avec les données personnelles de policiers, de gendarmes, pour pouvoir les identifier. Voilà, on ne pourra plus, ce sera vraiment interdit d'avoir ce type de fichier sur son ordinateur. C'est le cas aux journalistes et aux reporters de presse de filmer, mais aussi de diffuser en toute conscience. Ce sera toujours possible. Leur déontologie, ce qu'ils estiment devoir ou pas diffuser. Mon article nouvellement écrit ne s'oppose en rien à tout ça. Par contre, il sanctionne quand des données personnelles se trouvent soit sur des images, mais aussi dans des réseaux sociaux, et il permet de le faire de manière juridiquement plus sécurisée que le précédent. Nous nous sommes aussi intéressés à l'article 23, qui est un article qui parle des peines automatiques. Voilà, donc pour résumer un peu ce qu'a dit Marc-Philippe Daubresse et pour voir cette nouvelle rédaction sénatoriale de l'article 24, les sénateurs créent un nouveau délit de provocation à l'identification des policiers dans le but de leur nuire, dans le but d'atteindre à leur intégrité physique et psychique, un délit qui sera cette fois-ci dans le code pénal, alors que le délit de l'article 24 voté à l'Assemblée était dans la loi sur la liberté de la presse, et c'est ça qui a fait réagir notamment les syndicats de journalistes. Et puis on ne parle plus de diffusion d'images, c'était également la version de l'Assemblée nationale. Voilà, on parle de provocation à l'identification malveillante, et Marc-Philippe Daubresse estime que cette notion de provocation, qui existe également dans d'autres délits existants, comme par exemple la provocation à la haine raciale, cette notion de provocation sera plus efficace juridiquement et plus facilement utilisable
par les magistrats dans certaines affaires. Donc Marc-Philippe Daubresse qui a vraiment sécurisé, selon lui, cet article 24 avec une peine plus lourde, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende contre 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour la version de l'article 24 de l'Assemblée nationale. Et sachez pour l'information que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il n'était pas défavorable à cette réécriture sénatoriale et qu'il s'en remettrait à la sagesse du Sénat sur cet article 24. On continue d'écouter le rapporteur. Sur la réforme de la justice, qui est de faire un crédit de réduction de peine qui ne soit pas automatique, mais qui soit dégressif en fonction de la conduite effective des personnes quand elles se retrouvent en prison. Enfin, en ce qui concerne le dernier titre de la proposition de loi, nous nous sommes intéressés à des sujets divers et variés. Éviter le détournement de l'usage des feux d'artifice à l'encontre des forces de l'ordre, fluidifier le fonctionnement des instances partenariales locales de sécurité, s'assurer que le détournement des mortiers soit mieux prévenu et plus sévèrement sanctionné. Et nous n'avons refusé de prendre des amendements qui auraient été contraires à l'article 45 de la Constitution, sur toute une série de sujets qui mobilisent à juste titre les élus, mais qui ne peuvent pas trouver leur réponse dans cette loi, par exemple les rodéos, le protoxyde d'azote, ou des choses de ce type. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel. Alors pour répondre à Damien, eh bien, il y a beaucoup de journalistes qui sont vent debout contre cet article 24 de la sécurité globale, et d'ailleurs chaque week-end à Paris, ils ont manifesté contre ce dispositif car ils considèrent que c'est une atteinte à la liberté de la presse et que interdire la diffusion malveillante d'images de policiers, ça pourrait créer une autocensure chez les journalistes, et que par exemple la diffusion en direct, en live de manifestations et donc d'interventions policières serait de fait censurée. Donc voilà, ça c'est pour la position des journalistes, et c'est vrai qu'on attend également leur avis sur cette nouvelle réécriture sénatoriale. Est-ce qu'ils vont toujours être sur une position, une volonté de supprimer cet article 24? On va voir, sachant que maintenant les sénateurs ont sorti ce nouveau délit de la loi sur la liberté de la presse. On est rentré dans le code pénal, donc ça ne concerne plus spécifiquement les journalistes. Voilà, et pour la deuxième question de Damien, est-ce que maintenant j'ai un pseudo? Alors je ne pèse pas dans le cybergame, hein, voilà, on essaie juste de justement faire vivre le débat parlementaire sur Facebook, et j'ai pas encore de pseudo. Voilà, je suis journaliste, hein, je suis pas streamer ou je suis pas gamer. L'essentiel de la profession, la surveillance à distance, le transport de fonds, la protection des personnes, les gardes du corps, la protection des navires, les agences de recherche privées, ce qu'on appelle les détectives privés. Enfin, c'est un secteur extrêmement important. Et donc là, le co-rapporteur Loïc Hervé, sénateur centriste, évoque le recours aux drones par la police, car cette loi justement va autoriser l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. Dans l'une des mesures prévues, qui est le fait de limiter à 2 rangs la sous-traitance, sachant qu'aujourd'hui elle peut aller bien au-delà de 10 rangs de sous-traitance ou de sous-traitance, et que par contre on ne les rejoint pas dans la notion d'encadrement à hauteur de 50% du chiffre d'affaires. J'évoquais les 2 grands événements sportifs internationaux. Là, c'est une réforme de la sécurité privée. Ouais. Il va falloir être extrêmement souple et habile dans la manière dont on pourra s'adapter pour ne pas connaître les difficultés que les Anglais ont pu connaître avec les JO de Londres, où finalement c'est l'armée qui a dû prendre le relais. Nous avons aussi des enjeux de formation et de recrutement, je le disais. Grosso modo, nous rejoignons nos collègues députés, même si nous laissons plus de marge de manœuvre à une instance qui a été créée il y a quelques années maintenant, qui s'appelle le CNAPS, et qui a une possibilité donc d'avoir plus de capacité à, par exemple, interdire l'accès à ces professions en fonction d'inscription au casier judiciaire. Pour la question des étrangers, nous sommes passés de 5 ans à 3 ans pour la présence sur le territoire national pour des personnes étrangères en situation irrégulière. Donc Loïc Hervé qui évoque le volet consacré à la sécurité privée dans cette proposition de loi sécurité globale qui, de manière générale, encadre davantage le monde de la sécurité privée, qui représente 177 000 salariés, et il y a peut-être un petit manque d'organisation avec beaucoup de recours à la sous-traitance multipliée. Donc voilà, cette loi met un peu au clair tout ce secteur de la sécurité privée et augmente également certaines responsabilités des agents de la sécurité privée
privée, notamment dans un cadre terroriste pour surveiller certains périmètres de protection, réaliser des palpations. Voilà, il y aura recours aux agents de sécurité privée. Est-ce que vous y êtes favorable à augmenter ces responsabilités de ces entreprises privées, ou alors est-ce que c'est du domaine régalien de la police ? Collègues députés favorables à ce que le cadre général de la vidéoprotection soit revu par ordonnance, mais nous souhaitons que ce soit le législateur qui se penche sur la mise en conformité du droit de la vidéoprotection en France. Ça n'est pas dans ce texte-là, mais nous n'avons pas voulu revenir sur cette position de l'Assemblée nationale, et je crois que c'est une question importante. Le débat de la vidéoprotection aura lieu devant les deux chambres du Parlement, et c'est nécessaire qu'il en soit ainsi. Sur les caméras mobiles ou caméras piétons qui équipent les forces de sécurité, de la police, de la gendarmerie, mais aussi les polices municipales, nous avons souhaité que le revisionnage soit possible, ainsi que la transmission directe vers les centres de commandement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et sur l'article 21... Et voilà, là, ça pose problème. J'ai amené à faire un certain nombre de commentaires chez certains d'entre vous. Nous voulons éviter, fort de l'expérience de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, qui a beaucoup mobilisé notre commission il y a quelques mois maintenant, nous voulons éviter que les images, photos et vidéos des forces de police servent à une guerre médiatique entre les journalistes, des citoyens et l'institution policière elle-même. Je considère, avec mon collègue Marc-Philippe Daubresse, et on a été suivi par la commission hier, que les images qui sont tournées par des fonctionnaires de police sur des opérations de maintien de l'ordre doivent servir à 3 finalités. La finalité de la communication institutionnelle du ministère, et là-dessus il n'y a pas de difficulté, c'est habituel, ça permet de promouvoir les métiers, de promouvoir l'action du ministère, de pouvoir alimenter des procédures judiciaires ou judiciaire, donc pénal ou disciplinaire, mais en aucun cas ne doit servir de feuilletonnage et d'alimenter la presse, faute de quoi le métier changerait, le métier de ces fonctionnaires de police qui deviendraient des journalistes, le ministère deviendrait une agence de presse, la police aussi, ça changerait la nature des images qui ne sont pas produites pour être communiquées à la presse, et donc à terme ça pourrait poser la question de l'équilibre qu'il y a entre le ministère de l'Intérieur, la police et la gendarmerie, et puis les journalistes que vous êtes, et donc là-dessus on est sur une défense du cadre juridique actuel, et que nous n'allions pas, sans vraiment mesurer les conséquences, vers une ouverture à cette guerre médiatique. Si j'ai cité l'affaire Benalla, c'est à dessein, puisque à ce moment-là, la préfecture de police de Paris a transmis à la demande d'un collaborateur du président de la République un certain nombre d'images choisies, et que ces images ont, pour certaines d'entre elles, été rediffusées dans les médias. Et donc c'est fort de cette expérience récente qu'on se dit qu'il faut vraiment mesurer les choses, et que à l'échéance de ce texte, cette ouverture ne nous semble pas opportune. Et oui, donc pour rappel, l'article 21 de cette proposition de loi sécurité globale permet à la police nationale, à la gendarmerie, d'utiliser les images qui sont fournies par les policiers, notamment avec leurs caméras piétons qui sont fixées sur les agents, permet de fournir des images au public, à la presse, pour informer les citoyens sur certaines interventions, pour répondre notamment à des polémiques de violences policières. Et les sénateurs, eh bien, ils ont supprimé cette mesure du texte, car ils estiment que voilà, la police n'a pas à devenir une agence de presse ou à participer à certaines polémiques médiatiques autour des violences policières en utilisant ses propres images. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez. Apparemment, Bruno, bonjour Bruno, est plutôt favorable à cette idée d'utiliser les images de la police. Bien trop large et bien trop peu encadré, que nous avons trouvé nécessaire d'apporter des garanties supplémentaires, et qui passeront essentiellement par, évidemment, un resserrement des finalités, pas si important que ça, mais quand même, et surtout l'intervention du procureur de la République et du préfet en fonction des finalités, et dans le cadre d'un régime d'autorisation souple. On ne veut pas du tout brimer ou trop limiter par de la procédure administrative
l'utilisation de ces appareils, mais néanmoins, il est important qu'un procureur de la République sache quel matériel et quand ce type de matériel est utilisé, de la même manière pour un préfet, en fonction des compétences respectives qui sont les leurs. Donc ça, c'est le Sénat a vraiment essayé de tenir compte de l'avis de la CNIL et quitte à faire du droit sur ce sujet. Et on accueille Yann sur notre fil de commentaires, Loïc Hervé, le sénateur centriste, qui parle de l'usage des drones, les sénateurs qui vont vraiment l'encadrer. Les policiers pourront utiliser les drones vraiment en cas de troubles graves à l'ordre public, et hors de question de faire des enregistrements sonores ou de faire de la reconnaissance faciale avec les drones. Ce sont les limites mises par les sénateurs sur cette utilisation des drones par les forces de l'ordre. Vous laisser la parole, c'est l'article 25 qui prévoit de faire entre guillemets très intéressant cet article 25. L'interdiction du port d'armes, la possibilité pour un directeur d'établissement recevant du public de demander à un policier ou un gendarme portant son arme hors service de ne pas rentrer dans cette ERP. Nous avons souhaité ne pas revenir sur la proposition faite dans la PPL par nos collègues députés. Voilà, en gros, avec ce texte, par exemple, un patron de salle de concert ne pourra plus interdire à un policier en civil d'entrer avec son arme. Un policier en civil aura le droit, de toute façon, d'entrer armé dans un établissement recevant du public. C'est une mesure qui est censée lutter davantage contre le terrorisme, et on a en mémoire forcément les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Et en tout cas, cette mesure, elle crée beaucoup d'émoi dans le monde de la culture, notamment dans les organisateurs de festivals. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un policier doit pouvoir entrer armé de toute façon dans un festival, même s'il est hors service? De service en tout temps et en tout lieu, modulo les quelques interdictions prévues déjà par la loi, mais en tout cas que ce ne soit pas une interdiction ou qu'il n'y ait pas un risque dans chacun des ERP quand ces policiers et ces gendarmes hors service doivent se rendre dans ces lieux-là. Voilà, Monsieur le Président, les commentaires que je voulais faire. Merci, Monsieur Hervé. Bien, écoutez, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. Et donc voilà pour l'introduction à cette conférence de presse, et maintenant on va passer aux questions des journalistes, et puis on peut passer également à vos questions. N'hésitez pas, s'il y a quelques petits aspects de cette loi sécurité globale que vous ne saisissez pas, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour y répondre. De ce texte désormais, les dates et la fin du processus. Merci. Alors, la commission des lois hier a examiné le rapport de messieurs Hervé et Daubresse. Elle a donc produit un texte. Ce texte un texte qui a fait l'objet d'amendements, pas de difficulté particulière. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la semaine suivante, nous examinerons en commission les amendements que l'on appelle extérieurs, c'est-à-dire d'autres collègues qui ont envie de déposer des amendements en prévision de la séance publique. Et la séance publique elle-même est fixée le mardi 16 mars. Et c'est tout. Le débat est ouvert pour 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc mardi 16, mercredi 17, jeudi 18. Donc là, débat en séance publique. Le texte du Sénat sera donc voté le 18 en soirée, vraisemblablement. Et ensuite, nous sommes en procédure accélérée. Donc nous irons en commission mixte paritaire, date qui n'est encore pas connue, mais qui sera fixée sans doute dans le courant pendant les débats que nous aurons au Sénat. Et nous aurons donc commission mixte paritaire. Et nous verrons à partir de là. Donc commission mixte paritaire, ça veut dire que 7 députés et 7 sénateurs sont chargés de se mettre d'accord sur une version commune du texte de loi. C'est-à-dire que nous trouvons un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, chaque assemblée entérinera l'accord intervenu. Si toutefois il n'y a pas d'accord en commission mixte paritaire, le texte repartira en lecture à l'Assemblée nationale avant de revenir une nouvelle fois au Sénat et puis définitivement après à l'Assemblée nationale. Donc, mais nous sommes là dans une prévision théorique. Les certitudes sont la séance publique 16, 17, 18 et commission mixte paritaire, probablement début avril, je l'imagine, avec l'Assemblée nationale.
Une question de Damien qui dit donc un policier en civil peut rentrer avec ses armes, notamment dans une salle de spectacle, donc un policier qui n'est pas en train de travailler. Là on parle bien de policiers hors service, hein, pour les autoriser à rentrer armés dans des établissements recevant du public. Et Damien qui nous dit que s'il picole, eh bien, il peut quand même garder son arme. Alors je connais pas bien la déontologie des policiers, mais j'imagine que si jamais ils portent leurs armes hors service, il leur est très fortement déconseillé de boire de l'alcool. En tout cas, ce qui pose problème sur cette disposition, c'est que, par exemple, si un policier hors service est dans un festival, qu'il y a du mouvement, sa bouche à danse et que son arme tombe, eh bien, ça peut créer un mouvement de panique dans ces espaces publics, voilà, des mouvements de foule, et puis ça peut être dangereux, hein, puisqu'il peut se faire subtiliser son arme. Donc c'est pour ça que les patrons de festivals et de salles de concert sont vent debout contre cette mesure, cet article 25 de la loi sécurité globale. Et puis Jocelyne qui demande quand on va avoir une IGPN indépendante, en quelle année. Alors l'IGPN c'est l'inspection générale de la police nationale, donc c'est l'institution administrative qui est chargée de réguler la police, et c'est une institution qui dépend du ministère de l'Intérieur, et c'est vrai qu'il y a tout un débat sur l'indépendance de l'IGPN, notamment dans les affaires de violences policières, et en tout cas notamment après l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique qui à la fin de l'année 2020 a été violemment frappé par des policiers dans son propre studio. Eh bien, il y a un débat sur l'IGPN, notamment dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Vous savez, c'est cette grande concertation qui est organisée en ce moment même par Gérald Darmanin sur plusieurs mois, et dans les thèmes de la concertation avec les policiers et avec les autres acteurs de la sécurité, il est question de l'IGPN et peut-être de réformer cette inspection générale de la police nationale, sachant que le gouvernement est contre l'indépendance totale de l'inspection générale de la police nationale. Entre les uns et les autres, alors qu'ils ne sont pas utiles, première chose. Deuxième chose, léger. C'est un amendement qui est arrivé de façon, de mon point de vue, beaucoup trop légère. Et donc là, il parle de l'article 24, François-Noël Buffet, et de toute la confusion, toute la polémique qui a eu lieu en novembre autour de cet article 24 et de son vote à l'Assemblée nationale. Inspirer les parlementaires pour mettre ce texte en route. Et qu'en fait, il porte en lui les germes de cette procédure qui fait qu'il n'a pas eu d'étude d'impact, pas de saisine du Conseil d'État et encore moins d'avis de la CNIL. Et que ce processus-là portait en lui les germes d'une difficulté ou de grandes difficultés. Donc voilà, il appelle plutôt à la responsabilité. C'est-à-dire que lorsque l'on touche à des sujets de cette nature, qui sont des sujets évidemment extrêmement importants, la sécurité des Français, le continuum de sécurité, nous sommes tous attachés à nos libertés individuelles ou collectives, donc c'est à manier avec précaution. Et les précautions passent par un respect absolu des procédures, j'allais presque dire, normales et sérieuses sur le plan parlementaire. Il se trouve que le Sénat était dans son rôle et que le Sénat a repris ce texte, l'a reconsidéré, l'a retravaillé, que les rapporteurs ont fait un travail considérable. Je pense que peut-être que vous-même ou le grand public ne se rend pas compte du travail qui a été fait par les rapporteurs pour remettre de l'ordre dans ce texte. Voilà, donc à ne pas refaire. À ne pas refaire. En tous les cas, si on a un conseil à donner, si on peut se permettre de donner un conseil au gouvernement, je pense qu'on peut se le permettre, c'est notre rôle, c'est que ce type de manière de faire est absolument insupportable. On a un autre exemple qui a été réglé dans le texte sur l'organisation des élections du président de la République, où, comme un ovni, est arrivé au Sénat ce fameux amendement sur le vote anticipé, qui par ailleurs avait même pas été vu par l'Assemblée nationale, de fait. Donc il y avait un côté un peu méprisant à l'égard. Oui, ça on en a parlé il y a 2 semaines dans notre commentaire en live. Le débat est à vous. Tous attachés. Et heureusement d'ailleurs, les députés comme nous-mêmes l'avons supprimé. Les députés nous l'ont confirmé cette semaine, cette suppression. Voilà. Donc attention, il faut préparer les choses sérieusement, il faut les anticiper autant que faire se peut et respecter le processus parlementaire qui est le garant finalement que à la sortie le texte soit, on peut ne pas être d'accord, mais soit quand même fait l'objet en tout cas d'un travail sérieux.
Voilà la mise en garde du président de la commission des lois du Sénat sur la méthode du gouvernement dans toute cette polémique autour de l'article 24 de cette proposition de loi sécurité globale, car cette disposition finalement elle est arrivée un peu en catimini avec un amendement du gouvernement. Elle a été passée en force, c'est-à-dire sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État, voilà, dans le cadre d'une proposition de loi donc qui a moins de garanties juridiques et de vérification que si c'est un projet de loi. Et puis avec cette polémique qui est sortie du vote de l'Assemblée nationale, les députés En Marche finalement ont dit qu'ils voulaient réécrire l'article 24. Jean Castex, le Premier ministre, en pleine navette parlementaire, a indiqué qu'une commission, finalement un comité Théodule indépendant du Parlement réfléchirait à cet article 24. Ça n'a pas du tout plu au président du Sénat qui a réaffirmé eh bien, la prépondérance du Parlement pour écrire la loi, notamment en pleine navette parlementaire. Et puis Emmanuel Macron, également dans la polémique sur les contrôles aux faciès, les violences policières, a lancé un grand Beauvau de la sécurité pour réfléchir eh bien, à partir du mois de janvier dernier sur la sécurité et les relations entre la police et la population, ce qui a retardé l'examen de ce texte au Sénat. Donc voilà, il y a tout un pataquès, toute une confusion qui vient un peu de la méthode du gouvernement, et les sénateurs n'étaient pas très contents de ce contexte pour étudier ce texte. Nous, notre rôle, c'est de mettre le risque d'inconstitutionnalité, peut-être pas à zéro, mais au minimum. Et le texte du Sénat, de ce point de vue, est, excusez-moi de le dire, juridiquement infiniment meilleur que le texte qui nous est arrivé de l'Assemblée. Et nos collègues députés en sont conscients, compte tenu de la manière dont le calendrier s'est déroulé. L'autre sujet qui a percuté ce texte, c'est que, vous l'avez vu, il y a eu, outre PPL sans étude d'impact, sans saisine, etc., il y a eu simultanément une doctrine sur le maintien de l'ordre. On est en plein Beauvau de la sécurité. Il y a des choses qui se rajoutent au texte subitement, qui se discutent dans le Beauvau de la sécurité. Tout ça est trop confus. Et en même temps, l'article 18 de la loi Valeurs de la République, qui est, pas concurrent, mais qui est voisin de l'objectif à atteindre, tout ça a créé beaucoup de confusion. Donc je pense que nos collègues députés, Loïc peut dire la même chose, ont été plutôt, on va forcément trouver des compromis sur certaines choses, mais ont été plutôt en accord avec les principes que nous on a défendus. Non, mais je dirais, c'est exactement ce que je voulais dire, mais je dirais en plus que on prend personne en traître, ni nos collègues députés rapporteurs du texte, et qui en plus sont les auteurs du rapport initial de cette proposition de loi, ni même le ministre, qu'on a sensibilisé à plusieurs reprises sur les points sur lesquels le Sénat est extrêmement vigilant, et il sait d'emblée, avant même qu'on démarre la séance publique, les sujets sur lesquels le Sénat est intraitable, mais pas seulement sur ce texte-là, mais le Sénat est vigilant, voire rigoureux. C'est vrai de l'inconstitutionnalité, c'est vrai des libertés publiques, c'est vrai de la protection des données personnelles et de la vie privée. Enfin, on ne se refait pas avec ce texte, mais on démontre une fois de plus dans cette maison qu'il y a des sujets sur lesquels il y a une sensibilité qui est beaucoup plus forte ici qu'à l'Assemblée nationale, et je pense que dans ce cadre-là, chacun jouant son rôle, on devrait arriver à un accord. Mais attendons d'abord d'avoir le texte définitif du Sénat pour en parler. Voilà pour ces questions de méthode. En tout cas, Doris est plutôt mécontent de la méthode du Sénat cette fois. Doris qui dit que le débat de la commission des lois du Sénat sur cette réécriture de la loi sécurité globale, eh bien ce débat s'est déroulé derrière des portes closes. C'est vrai, sans retransmission vidéo. C'est vrai que au Sénat, eh bien les réunions de commission pour amender les textes ne sont pas filmées, mais il y a quand même accès à un compte-rendu écrit qui est public, donc le public a accès à tout ce qui s'est dit dans la réécriture de cette loi sécurité globale, et puis Doris qui dit également que la réécriture des sénateurs légalise les drones et les caméras embarquées et intensifie la vidéosurveillance fixe. Alors juste sur la légalisation des drones, c'est le but de cette proposition de loi des députés, cette proposition de loi sécurité globale, c'était justement de combler
combler le vide juridique sur l'utilisation des drones, car il y avait un vrai vide juridique. Et d'ailleurs, pendant toute cette période de confinement, le Conseil d'État a interdit 2 fois à la police et aux gendarmes d'utiliser les drones. Il y avait une utilisation qui avait été faite pour voir s'il y avait un vrai respect du confinement, c'est-à-dire que les drones regardaient si les gens sortaient de chez eux, et puis le Conseil d'État interdit à la préfecture de police de Paris de surveiller les manifestations avec les drones, et donc ce texte encadre l'utilisation des drones en l'autorisant dans plusieurs cas, alors dans la lutte antiterroriste, dans la constatation d'infractions, également dans le contrôle des frontières, également dans la surveillance des manifestations. Et donc les sénateurs, ils n'ont pas légalisé, hein, ça c'est le texte des députés, les sénateurs ils y sont favorables, mais ils ont mis des limites, notamment que ce recours aux drones se fasse, je cite, dans des circonstances de troubles graves à l'ordre public. Donc les sénateurs qui ont plutôt écouté les mises en garde de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et donc il est nécessaire que nous apportions des choses. Cela dit, ici dans cette maison, on défend la liberté du commerce et de l'industrie, qui est quand même un principe important auquel nous sommes tous attachés, et comme dirait le président du Sénat, nous au Sénat on aime les petits. Nous sommes 3. Donc là, Loïc Hervé qui parle des entreprises de sécurité privée, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'entreprises de sécurité privée, très petites, et certains souhaitent concentrer un peu le secteur, l'organiser davantage. Voilà, Loïc Hervé n'est pas forcément très favorable à une hypercentralisation, hyperconcentration de ce secteur de la sécurité privée. Qui est trop important. Il y a de très grandes entreprises et de très belles entreprises qui sont des leaders internationaux, qui sont des entreprises françaises de la sécurité privée, mais vous avez aussi des TPE et des PME, y compris, et je le redis, dans nos départements d'élection et dans le pays, qui fonctionnent bien. Et il ne s'agit pas du tout d'avoir une logique d'hyperconcentration du secteur qui ferait que seules de très grosses entreprises pourraient répondre à des cahiers des charges, des marchés publics. La commande publique, c'est un quart du secteur de la commande dans le domaine. Et donc, voilà. Donc, il faut qu'on ait ça en tête. Et j'ai pas de... On n'a pas senti, si vous voulez, dans les discussions qu'on a eues, en règle générale, on a toujours 2 fédérations qui portent des arguments devant le Parlement. Là, on a une fédération qui représente les entreprises principales, et on a une fédération qui représente les entreprises de plus petite taille. On n'a pas senti de consensus global dans la profession pour aller vers des mesures du type de la garantie financière ou pour maintenir la notion des 50%. Là aussi, on a eu des échanges avec nos collègues députés et avec le ministre pour aussi entendre les arguments qui ne nous seraient pas présentés, et on a fait plutôt le choix d'aller vers une structuration raisonnable du secteur sans être trop cadrant pour finalement faire disparaître des entreprises qui n'avaient absolument rien à se reprocher dans leur existence même. Voilà donc pour ce point de Loïc Hervé sur le volet sécurité privée de cette proposition de loi sécurité globale. Et maintenant on va continuer à parler de l'article 24 sur la provocation à l'identification des policiers sur les réseaux sociaux, avec une question justement d'une journaliste qui est membre du SNJ, le syndicat national des journalistes, et voilà, vous allez voir, elle est un peu critique sur cet article 24. Par votre commission de l'article 24, qui commence par la provocation à l'identification. Alors, vous avez donné un exemple, certes, sur les jeunes et la drogue, mais là, je ne vois pas du tout comment on peut caractériser la provocation à l'identification et qui en décidera. Est-ce que le fait de montrer ou de photographier un visage pourrait être une provocation à l'identification? Est-ce que le fait de donner le RIO ou le grade ou l'unité des forces de l'ordre sur le terrain pourrait devenir de la provocation à l'identification? Car vous savez qu'en plus, c'est sur le terrain que ça se passe, et les forces de l'ordre sont bien souvent jugées parties sans l'avoir forcément voulu, mais de fait, le sont. Bien. Est-ce que je peux me permettre, madame, avant de donner la parole, de connaître votre nom, parce qu'une fois de plus, on voit très très mal, nous, de là où nous sommes. Ah, excusez-moi, monsieur le président, je permets la caméra, parce que je l'avais arrêté, car
votre son nous parvenait haché. Donc je suis Dominique Pradalier, journaliste et secrétaire général du syndicat national des journalistes. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur Daubresse. Pour répondre à Doris, là justement, on va en parler. Les sénateurs qui estiment que leur version protège les policiers, est toujours aussi sécuritaire, vis-à-vis des policiers, mais protège également la liberté de la presse. On écoute le rapporteur Marc-Philippe Daubresse. Sur un plan juridique, la provocation, quelque part, le code pénal définit comme l'incitation à commettre un crime ou un délit. Donc, pour qu'il y ait provocation à l'incitation, il faut qu'il y ait intention de nuire, clairement. Et donc, les exemples que vous avez cités ne rentrent pas dans cette intention de nuire. Pour qu'il y ait mise en œuvre de la répression de la provocation, il faut un lien de causalité certain et direct. Et tout ça a fait l'objet déjà de jurisprudence. Donc, en utilisant ce terme qui existe sous d'autres incriminations, nous savons comment juridiquement on peut le traiter. J'attire votre attention que dans l'article 18, nouvellement réécrit de la loi Valeurs de la République, vous avez le fait de diffuser des informations relatives à la vie privée permettant d'identifier ou de localiser des membres des forces de l'ordre, par exemple, en les soumettant à risque direct d'atteinte à la personne ou bien que l'auteur ne pouvait ignorer. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir quand il y aura des avocats de la défense qui vont expliquer que l'auteur ignorait et il a transmis des informations en tout. Donc, moi, je pense que notre article est mieux rédigé parce qu'il va chercher un terme juridique qui existe déjà, qui est bien déterminé avec des jurisprudences qui expliquent dans quel cas on peut le faire ou pas le faire, et que, évidemment, la chose la plus importante, c'est que cette provocation soit explicite et que la simple diffusion n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait une intention de nuire et que ce soit explicite dans la diffusion en question. Après, nous sanctionnons l'utilisation de données personnelles, mais là, tout simplement, en mettant une application de la loi informatique et liberté avec un quantum de peine plus important qu'il n'existait. Voilà, donc là je pense que finalement Marc-Philippe Daubresse a répondu à la question de Doris. Il faut que l'intention de nuire soit explicite. Et juste pour rappeler un autre argument des sénateurs, les sénateurs rappellent que dans le code pénal, il faut qu'un délit soit toujours l'objet d'une intention. Donc il faut toujours prouver l'intention d'avoir commis ce délit. Considérés comme des données professionnelles qu'il serait interdit. Mais c'est vrai qu'il y a un débat, et d'ailleurs là la journaliste va le dire, est-ce que c'est efficace de créer un délit d'intention? Alors, à mon avis, le délit créé par les sénateurs se base quand même sur des éléments formels, c'est-à-dire des données personnelles qui sont publiées avec certains messages, par exemple la photo d'un policier ou son nom en mettant trouvez-le. Voilà, il y a quand même des éléments factuels qui participent de constituer ce délit. Oui, monsieur le sénateur, vous avez évoqué l'article 21. Alors nous avons vu que vous vous étiez exprimé un peu publiquement hier dessus. Cela veut dire qu'il y a une réécriture complète de l'article 21. Je ne l'ai pas vu encore. C'est pour ça que je vous posais la question. Pas du tout. L'article 21 a quasiment été adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Il y a 2 modifications. Nous supprimons la notion d'information du public à 2 reprises dans l'article comme finalité des images de la police. Ben oui, c'est important. Je oui, vous remercie. C'est important. Par ailleurs, je trouve que il y a eu pardon madame, mais je trouve qu'à l'Assemblée nationale il y a eu un débat assez rapide, voire trop rapide sur le sujet, et que l'adjonction de ce simple terme pose tout un tas de questions que nous voulons poser dans le débat au Sénat et qui est nécessaire d'avoir devant le Parlement. C'est très utile. Et peut-être que nous sommes peut-être plus sensibles à ces questions-là parce que nous avons eu à connaître nous avons eu des commissions d'enquête sur des sujets qui sont tout à fait proches de cela. Et donc c'est nécessaire que nous ayons un débat comme celui-là. Et le fait d'ajouter cette finalité ouvre la porte à des choses qui sont très préoccupantes pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé sa suppression dans le texte de la commission. Si je peux me permettre, madame,
sur ces Oui, dispositions... merci beaucoup, monsieur le sénateur. Et par ailleurs, vous avez parlé de la sous-traitance. Pardon. On vous a perdu. Alors, Puis-je poursuivre? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez-y, allez-y. Ah. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez parlé de la sous-traitance, vous comme Monsieur le sénateur Loïc Hervé, mais vous savez bien qu'en matière de sous-traitance, les accidents les plus graves sur les chantiers ou dans les accidents d'avion viennent des problèmes de sous-traitance. Or, de sous-traitance en sous-traitance, il n'y a pas la même formation, il n'y a pas les mêmes critères de recrutement, donc il n'y a pas la même exigence des personnels. Comment allons-nous, suggérez-vous de pouvoir gérer ce type de problème? eh bien, nous avons retenu pour le secteur de la sécurité privée, et seulement pour le secteur de la sécurité privée, la limitation de la sous-traitance à 2 rangs de sous-traitance, qui est déjà une contrainte énorme. Il y a peu de secteurs d'activité économique qui auront une telle contrainte. On considère que c'est proportionné dans la mesure où ces agents contribuent à la sécurité. C'est privé, mais c'est une sécurité, qu'il était nécessaire de se faire cette limitation-là. Il ne s'agit pas de limiter la sous-traitance à toute l'économie française à 2 rangs, mais pour ce secteur d'activité-là, 7,5 milliards de chiffre d'affaires, 177 000 salariés, nous faisons cette proposition-là. Enfin, nous reprenons et nous consolidons la proposition faite dans la proposition de loi initiale de nos collègues députés. La seule chose que nous faisons disparaître, c'est la notion de 50% du chiffre d'affaires, d'ailleurs pour lequel le gouvernement n'était pas favorable. Je vous remercie. Merci, madame. Je voudrais peut-être revenir quelques instants, mais je parle sous le contrôle de nos rapporteurs, sur le dispositif de l'article 24. Et François-Noël Buffet qui remet l'article 24 sur la table. Ça va plaire à Doris. Où il y a publication du visage d'un policier sur les réseaux et que cette publication soit ensuite nourrie par d'autres personnes en disant « Ah bah oui, il s'appelle un tel, oui, il habite à tel endroit, oui, il est marié ». Et petit à petit, on constitue une sorte de fiche d'état civil qui permet d'identifier parfaitement la personne. Cet élément-là, ensuite, permettra malheureusement à quelqu'un de commettre un acte délictuel ou criminel sur la personne en question. Et la notion de provocation, évidemment, il faudra un lien de causalité entre une intention, c'est-à-dire que le fait de publier cette image, de la laisser se nourrir ensuite par le système des réseaux et aboutir à un moment à un acte délictuel ou criminel, constitue en soi, dès lors que l'intention est là, bien évidemment, qu'elle est démontrée, une forme de provocation. Parce que les provocations, il y en a plusieurs formes. Et c'est à cela que nous avons voulu répondre, parce que c'est dans la vie, dans le quotidien, c'est ce que nous ont expliqué les personnes que nous avons auditées, sur comment les choses se passent très concrètement. Ce qui a un autre intérêt, qu'a évoqué tout à l'heure le rapporteur Marc-Philippe Daubresse, le ministre, c'est que si on en était resté à la simple publication de l'image, le monde de l'information était pris dans le dispositif. De surcroît, avec la référence aux dispositions de l'article de la loi de 1881, eh bien, évidemment, créer les inquiétudes, qui étaient fondées d'ailleurs, du monde du journalisme. Or, c'est ce que nous souhaitons, c'est pas ce que nous souhaitons, naturellement. C'est la raison pour laquelle on a modifié cette rédaction pour répondre très concrètement à l'objectif fixé et en sortant des bases de 1881 pour se fonder sur les articles du Code pénal. Voilà, mais évidemment que l'intention doit être là, mais c'est le principe classique du droit pénal, ce n'est pas une infraction formelle. Voilà, y a-t-il d'autres questions ? Voilà, donc pour la réponse du président de la commission des lois sur cette question d'une journaliste membre de la SNJ sur est-ce qu'on ne va pas créer un délit d'intention avec cet article 24 et notamment dans sa version sénatoriale de création d'un délit de provocation à l'identification malveillante des policiers, car c'est vrai que dans le texte exact des sénateurs comme dans celui des députés, il y a toujours la notion dans le but d'atteindre à l'intégrité
l'intégrité physique et psychique des membres des forces de l'ordre. Donc pour le sénateur Buffet, il faudra toujours prouver l'intention de celui qui diffuse ces informations sur les policiers de leur nuire. Voilà cette intention malveillante. Et pour certains d'entre vous, c'est vrai, sur le fil de commentaires, vous trouvez cette notion trop floue d'intention malveillante. De la majorité. Je vous remercie. Allez-y, nous l'abordons sereinement. Loïc Hervé va vous répondre, lui qui est du groupe Union. Et notez que sur cet article 24 de la loi sécurité globale, du côté de la République en marche, de la majorité présidentielle, on n'est pas hostile à la nouvelle réécriture des sénateurs. On pense qu'elle peut être plus efficace, et c'est même ce qu'a dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Voilà, il s'en remet à la sagesse du Sénat, et donc il n'émettra pas un avis défavorable. Voilà. Donc là, Marc-Philippe Daubresse a répondu à une question sur le contexte politique au Sénat, avec une majorité de droite et du centre. Qu'est-ce que cette majorité pense de ce texte sécurité globale? On va attendre ce qui se passe en séance, mais à l'évidence, le projet de loi que nous souhaiterions, la proposition de loi que nous souhaiterions voir voter, c'est-à-dire le texte de la commission que nous avons adopté hier, même s'il est légèrement modifié, il est un nouvel équilibre entre autorité et protection. Et on accueille Yann sur notre fil de commentaires, et Doris qui nous dit, alors on parle de l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre, mais l'intégrité des manifestants compte, elle, pour des prunes. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de violence policière dans cette proposition de loi sécurité globale. En revanche, on en parle dans le Beauvau de la sécurité, cette concertation menée par Gérald Darmanin, avec notamment un thème important, essayer de réconcilier un peu la population et les forces de l'ordre. De préoccupation de nos collègues, que je comprends, j'ai été maire longtemps, tombe sous le coup de l'article 45 de la Constitution, parce que ça apparaîtrait comme des cavaliers législatifs ou qui n'ont pas directement été abordés dans le débat à l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de choses, les rodéos, le contrôle d'identité par les policiers municipaux, tout ça fait déjà l'objet de jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous, notre rôle, c'est évidemment pas d'accepter des amendements qui vont à l'encontre de choses qui ont été définies par le Conseil constitutionnel. Donc tous ces amendements, soit n'ont pas été examinés parce qu'ils n'entrent pas dans le champ, parce qu'il y a l'article 45 qui s'applique maintenant de manière rigoureuse, c'est normal au Sénat, et puis d'autre part, on a expliqué qu'on devait rester avec des fondamentaux constitutionnels. Donc on a plus fait de la pédagogie qu'autre chose. Il reste quelques petits sujets, à mon avis, qui peuvent venir en séance, mais là-dessus, nous avons laissé la discussion ouverte. Nous avons expliqué que certaines rédactions n'étaient pas juridiquement correctes, mais que nous étions à disposition pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire, je donne un exemple que Loïc Hervé pourra vous commenter aussi. Les sapeurs-pompiers. Il y a une proposition de loi du Sénat sur les sapeurs-pompiers tout à fait pertinente, mais si on la raccroche au texte tel quel aujourd'hui, c'est très compliqué à faire. Donc on préférait un engagement du ministre de dire qu'il va prendre des mesures là-dessus. Voilà, donc honnêtement... Voilà, donc pour rappel, sur cette navette parlementaire, cette loi sécurité globale, elle a été votée à l'Assemblée en novembre dernier. Là, c'est la commission des lois du Sénat qui l'a modifiée, qui l'a réécrite, et puis ce texte de la commission réécrit, il va aller en séance publique avec un débat dans l'hémicycle du Sénat à partir du 16 mars, donc dans une dizaine de jours, où les sénateurs vont pouvoir modifier cette proposition de loi sécurité globale. Là, ce que disent les rapporteurs de la commission, c'est qu'il y a plutôt un consensus entre la commission des lois et la majorité de droite et du centre, mais il arrive que sur certains points du texte, il peut y avoir un désaccord entre tous les sénateurs de droite et du centre et puis les membres de la commission. Et en l'occurrence, sur l'article 21 de cette proposition de loi sécurité globale, vous savez, où il est possible pour la police d'utiliser ses propres images pour informer le public, pour répondre à certaines polémiques, notamment sur les violences policières, on en parlait. Les sénateurs de la commission, eux, sont vent debout contre cette disposition. La police n'est pas une agence de presse, alors qu'il y a des sénateurs de droite qui trouvent que justement la police doit utiliser ces images pour répondre à des polémiques sur les violences policières, et que finalement les sénateurs de droite, une partie en tout cas, font plus confiance aux images de la police qu'aux images des citoyens. Donc il y aura certainement un débat très intéressant à suivre dans l'hémicycle du Sénat. Et puis également beaucoup d'émoi, beaucoup de tensions sur cet article 25
qui autorise n'importe quel policier hors service à avoir une arme quand il rentre dans une salle de concert ou dans un festival. Donc on devrait en reparler de ces deux articles. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a aussi quelque chose de très important, c'est la cohérence avec les autres travaux du Sénat. Marc Philippe évoquait la proposition de loi sur les sapeurs-pompiers. On a été amené à travailler avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui a d'ailleurs pris un rapport pour avis sur ce texte. On a été amené à travailler aussi avec le président de la commission culture. On a été amené à travailler avec la présidente de la délégation aux collectivités sur la question des polices municipales, parce que Mme Gattel... Et Doris qui nous dit que de toute façon, la police est déjà une agence de presse. Et c'est vrai que Loïc Hervé a cité notamment l'affaire Benalla, où la préfecture de police de Paris avait fourni des images à l'Élysée et des images qui se sont retrouvées dans la presse. C'est ce genre de scénario que les sénateurs veulent éviter, fort de leur expérience de l'affaire Benalla. En tout cas, sur cet article 24 et sur la provocation à l'identification des policiers, notamment sur les réseaux sociaux, on vous a posé un petit sondage pour savoir si vous étiez favorable à un article 24 justement pour sanctionner cette identification malveillante des policiers sur le net, et à une forte majorité, 68%, vous êtes contre cet article 24. Continuez à voter. Il reste quelques minutes sur ce live, mais en tout cas, votre réponse est claire. Si vous étiez sénateur, bien vous supprimerez cet article 24. On en vient presque au-delà du texte, au principe de fonctionnement de la commission et du travail des rapporteurs. Chaque rapporteur qui est nommé sur un texte à la commission des lois veille évidemment à élargir le plus possible le prisme de sa réflexion et d'associer les collègues qui, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont mené une mission, parce qu'ils ont eux-mêmes porté un texte, de les avoir et de les consulter. On ne travaille pas en chambre close, si je puis me permettre cette expression pas tout à fait adaptée, mais qui, au moins en termes d'image, fixe bien les choses. Tout au contraire. Voilà, y a-t-il d'autres questions ? Et pas d'autres questions. Et c'est la fin de cette conférence de presse sur cette proposition de loi sécurité globale, avec une nouvelle réécriture de la part des sénateurs, et les sénateurs qui sont donc repartis d'une page blanche sur ce fameux article article 24 de cette loi sécurité globale. Les sénateurs qui créent donc un nouveau délit de provocation à l'identification malveillante des forces de l'ordre et des membres de leur famille. Pour les sénateurs, cette notion de provocation à l'identification malveillante est plus claire que le dispositif des députés. Je le rappelle, le dispositif des députés dans l'article 24, c'était d'interdire la diffusion d'images avec intention de nuire, diffusion donc d'images des policiers en intervention. Là, on ne parle plus d'images pour les sénateurs, on n'est plus dans le code on n'est plus dans la loi de la liberté de la presse, on est dans le code pénal. Donc voilà, selon eux, ce sera plus efficace juridiquement, sachant qu'à la fois la droite sénatoriale et la majorité de la République en marche à l'Assemblée ont ce but de protéger les policiers de l'utilisation malveillante de leur image qui est faite sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ce débat vous a plu, avec plusieurs aspects évoqués de cette proposition de loi sécurité globale. Il n'y a pas que l'article 24, on a parlé de la sécurité privée. Tiens, Doris qui rappelle qu'elle est défavorable à la privatisation du maintien de l'ordre, et puis on a parlé également des polices municipales qui vont voir leurs compétences augmenter avec une expérimentation. Merci à tous, j'espère que ce débat vous a plu. Et puis on a continué à parler des images fournies par la police, des images des drones aussi que les forces de l'ordre pourront capter. Donc j'espère que vous avez eu des réponses à toutes vos questions. Merci beaucoup, et puis à bientôt sur la page Facebook de Public Sénat pour continuer à commenter cette actualité parlementaire. Et on se retrouve le jeudi 18 mars, je crois, justement, où on pourrait, à mon avis, commenter les débats dans l'hémicycle du Sénat sur cette proposition de loi sécurité globale. Ça va être très très intéressant, avec notamment toute la gauche de l'hémicycle qui veut supprimer l'article 24 qu'elle considère attentatoire aux libertés. Allez, ciao Jocelyne. Une dernière question, je réponds à une dernière question d'Isabelle, soutien aux forces de l'ordre.
Bon allez, c'est la fin de cette émission, le débat est à vous, et voilà, rendez-vous donc le jeudi 18 mars pour le débat dans l'hémicycle du Sénat sur cette loi sécurité globale. Salut!